Salut à tous, c'est Mammouth Power et bienvenue dans cet épisode du Contrepoint consacré à la vidéo que j'ai faite sur Huis clos de Sartre, que vous pouvez aller regarder ici. Donc allez-y, c'est gratuit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le Contrepoint? Dans le Contrepoint, il se passe que j'essaie de montrer, j'essaie de voir un petit peu c'est quoi les limites de la thèse présentée, etc. Alors, faut savoir que là on est dans un cas un peu particulier par rapport au précédent contrepoint sur Aristote, qui est que... Oh là 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 là, doucement doucement. Salut. Je vais parler à la fois en live et aussi en sorte de commentaire audio étrange pour essayer de mettre un peu d'ordre et apporter quelques précisions à ce que j'avais tourné précédemment, pour enrichir un peu la chose. Et je vais commencer cet enrichissement par vous parler d'une difficulté que j'ai eue dans l'élaboration de cet épisode-là du Contrepoint, parce qu'il y a certains moments où j'étais dans une impasse, qui était due au fait que j'avais donné certains éléments de la théorie de Sartre par rapport à sa pensée du sujet, etc. et de l'accès à l'autre sujet, de l'accès à l'autre par tout ce qui était théorie du style, imagination, etc. Et comme j'avais fait le choix de ne pas développer ces points, là où on aurait pu faire certaines objections à partir de ce que j'avais donné, ce que je n'ai pas donné empêche de les faire. Et donc j'étais dans une sorte d'impasse vis-à-vis de quel angle d'attaque j'allais pouvoir développer. Ce qui va faire que cet épisode du Contrepoint va se concentrer sur une grille d'objections branchée sur l'édifice métaphysique de Sartre et donc essentiellement la dernière partie de la vidéo. Donc voilà, c'est juste pour vous parler de ce choix que j'ai fait de limiter ma réflexion à un certain champ, que du coup j'ai dû réenrichir pour faire un contenu qui est du contenu, d'où mon intervention seulement orale ici. Voilà, bon. Un cas un peu particulier par rapport au précédent contrepoint sur Aristote, qui est que là on est dans un contexte littéraire sur lequel on a appliqué une philosophie. Ce qui veut dire que la critique peut déjà d'emblée prendre deux directions différentes, une critique littéraire et une critique philosophique. Alors je vais pas me concentrer sur la critique littéraire parce que pour le coup là, moi je suis partie sur une démarche plutôt philosophique et donc moi je vais me concentrer sur le pan philosophique de la critique. Donc déjà d'emblée sachez que vous pouvez prendre deux directions différentes et pas forcément celle que là je vais prendre parce que je fais de la philo avant de faire de la littérature, donc voilà. Alors, deux premières pistes. Donc on va rappeler brièvement les points essentiels. Ça va être les deux interprétations diégétiques par rapport à la mauvaise foi, donc prise dans un contexte où la pièce est ils sont morts mais c'est une allégorie de la vie, versus ils sont morts. Donc on a ces deux thèses-là, plus la troisième après, qui est l'explication, qui mobilise toute la métaphysique, toute la théorie du sujet, qui a du coup une portée métaphysique de Sartre, et qui permet de comprendre un petit peu ce qui est à l'œuvre en creux dans la pièce. Une des premières choses que vous pouvez faire, et en fait c'est un peu contre-intuitif de faire ça, parce qu'on a toujours l'impression que le philosophe qui vient après, comme il vient après et qu'il a été en mesure de critiquer ce qui est venu avant et qui était créateur, on a plus de mal à le critiquer. Donc ça, généralement, l'aspect chronologique de la philosophie, il faut l'avoir en tête pour l'histoire de la philosophie, pour expliquer des textes, etc. Mais quand on oppose des doctrines et quand on les met en dialogue, il faut aussi être capable de mettre cette chronologie en arrière-plan. Bref, là le deuxième point que j'ai fait, c'est un petit topo en fait sur l'histoire de la philosophie. En gros, l'argument c'est tout simplement qu'il faut pas confondre chronologie et progression. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que Sartre, l'existence précède l'essence, blablabla. Cette vision existentialiste déjà qui fait de l'essence une sorte d'effet rétrospectif de la fin de la vie, vous pouvez totalement le critiquer pour revenir, du coup je dis revenir avec la perspective chronologique en tête, mais au profit, disons, d'une vision à nouveau essentialiste de ce que c'est le sujet, quoi. Voilà, donc là, le premier point que j'ai fait, c'est effectivement
de présenter la possibilité de soutenir une position substantialiste de l'être humain par rapport à la position existentialiste telle que Sartre la présente. Donc c'est en effet une des premières options. Mais vous pouvez totalement dire non, je ne suis pas d'accord, parce que y a une essence de l'être humain ou même de l'être tout court qui n'est pas celle que défend Sartre, et après développer point par point ce que vous entendez par là, sans nécessairement revenir à une doctrine genre non, je caricature et je casse du sucre sur le dos de Descartes, mais vous pouvez dire genre non, le sujet est cartésien, il est substantiel, blablabla. Ce qui compte en fait, c'est juste de savoir que c'est pas parce qu'il est venu après que tous les autres sont invalidés d'un revers de main. Si c'était comme ça, on n'apprendrait pas l'histoire de la philosophie. Après, en effet, il faut aussi savoir quelles vont être les implications de vos différentes thèses pour pouvoir les défendre. Par exemple, si vous êtes substantialiste et déterministe en même temps, le cocktail que ça peut faire, je dis peut parce qu'on peut tout à fait créer quelque chose qui n'aille pas dans ce sens-là, mais le cocktail que ça peut faire, c'est un cocktail dans lequel soit la liberté, soit la conscience n'existent pas. Qui sont à nouveau deux autres façons de critiquer Sartre. Et donc l'argument sur la liberté, il porte sur l'argument de la liberté en tant qu'elle est fondée sur la structure même de la conscience. On peut donc réfuter la position de Sartre, soit en attaquant l'idée de la structure de la conscience, soit en déplaçant l'application du concept de la liberté. Ce qui est sûrement un peu plus compliqué parce que ça demande beaucoup plus d'ajustements théoriques en fait. Du coup, la façon la plus rapide de le faire, ce serait une sorte de distinction entre liberté et responsabilité, et de dire que Sartre pense la responsabilité avant de penser la liberté, mais que du coup la liberté c'est pas vraiment ce dont il parle. Parce que je sais pas moi, par exemple la liberté c'est celle de faire ce qu'on veut, c'est celle de faire de pouvoir faire des choses peut-être même, donc celle de l'ouverture du champ des possibles. Et à ce moment-là, du coup, la voie la plus simple pour objecter, c'est d'arriver avec une sociologie derrière. Je veux dire par là de dire qu'une personne pauvre ou une personne sans domicile fixe, par exemple, c'est génial, super, ok, elle est consciente, condamnée à être libre, mais il n'empêche que quelle est la liberté de quelqu'un qui ne sait pas où il ou elle va dormir cette nuit et ni si il ou elle aura à manger ce soir. C'est-à-dire que il y a peut-être une sorte de liberté ontologique fondamentale, sauf que c'est pas de cette liberté-là dont on parle. Quelque part, l'enjeu politique et social, disons, de la liberté n'est pas forcément celui-là. La deuxième ligne d'argument, du coup, c'est l'argument sur la conscience. Et la première ligne il y a plusieurs pistes possibles, mais la première ligne qu'on va suivre, ça va être la ligne de Freud pour continuer sur le côté sociologique qu'on avait défendu là, et donc d'arriver avec l'idée que notre conscience, a beau être notre conscience, nos actions ne procèdent pas toutes d'elle, que du coup, la conscience n'englobant pas toutes nos actions, elle possède aussi ses limites, et donc aussi potentiellement notre responsabilité se confond avec les limites de notre conscience. Et que donc, on est peut-être ontologiquement tout à fait libre, mais puisque la liberté, elle se confond avec notre conscience et que notre conscience n'englobe pas tout ce que nous sommes, notre liberté, elle aussi, a des limites. Et la question, du coup, c'est l'enjeu politique de la délimitation de la conscience et par rapport à la liberté, la responsabilité et tout ça. Deuxième option, donc, c'est de partir sur un Spinoza, dire nous sommes déterminés, pris dans un réseau causal qui ne permet pas la liberté, parce que c'est ça que Spinoza dit. En effet, chez Spinoza, du coup, tout est causalement déterminé. Et l'âme et le corps il va dire que ce sont deux modes d'être d'une seule et même chose, et cette chose, c'est Deus ou la natura, Dieu ou la nature. Donc, du coup, ce que ça veut dire, c'est que l'âme, elle est tout autant déterminée que le corps, et par conséquent, la liberté n'existe pas. Là, pour la piste Spinoza, à creuser évidemment. Ensuite, une autre approche, ce serait une approche qui part dans les théories de la conscience. Donc, on prend pas peur quand on dit théorie de la conscience, il n'y a pas de souci, d'accord. Donc, une autre approche, ce serait
ce serait celle de l'épiphénoménalisme, qui est un mot absolument infâme à prononcer et qui en fait est une théorie qui fait de la conscience un épiphénomène, c'est-à-dire que en gros l'idée c'est que la conscience elle arrive en bout de course à l'issue de stimulation physique, mais qu'elle-même elle a aucun effet causal. On n'a qu'à dire, bon, on va faire on va y aller à la truelle et on va faire très simple. Une représentation consciente est le résultat de tout un tas de déterminations et de stimulations physiques. Elle est un résultat, du coup, mais elle n'est pas à son tour une cause. C'est ça en fait que ça veut dire. Et du coup, qu'est-ce qui pourrait aller dans le sens je pense à l'expérience de Libet et ensuite les études qui ont suivi et qui vont dans le même sens et qui approfondissent un peu ce premier élément développé par Libet, qui montre en fait que notre cerveau prend une décision plusieurs secondes avant que nous ayons conscience de l'avoir prise. Autrement dit, du coup, en fait ce que ça veut dire c'est que la décision n'a pas lieu dans notre conscience, dans le mental, mais dans le processus au contraire cérébral et physique, dans un processus cérébral et donc physique. Et le physique cause le physique, donc le physique. Du coup, le physique causant le physique, la conscience n'a aucune force causale, puisque l'image c'est le résultat d'un truc physique et que c'est ce truc physique-là qui a engendré l'action et que l'action elle-même, on tourne vraiment en fait dans un cercle extrêmement physique. Et du coup là, le mental n'a absolument aucune importance. C'est donc un épiphénomène. Bref, là ce que je viens de vous résumer, du coup, c'est l'argument, disons, de la première version de l'épiphénoménalisme, parce que c'est un courant, donc il y a plusieurs auteurs qui l'ont pensé de différentes façons. Et cette version-là, c'est celle d'Huxley. Donc vous pouvez aller creuser un peu le truc si vous voulez. Et donc pour contextualiser un peu cette théorie-là, il faut savoir que c'est pas la théorie de la conscience qui a la meilleure presse dans la philosophie contemporaine, hein, clairement pas. Et encore moins d'ailleurs dans cette première version. Parce qu'en fait, elle est jugée assez faible, parce que, vous l'aurez peut-être remarqué, elle repose sur une forme de dualisme entre le mental et le physique, et que l'épiphénomène, en fait, ça résulte de la confrontation de ce dualisme-là avec le déterminisme et la causalité. Parce que, en gros, quand on arrive à dire que le mental n'agit pas, c'est parce qu'on est en train de dire que le physique agit tout, et donc du coup, on a ce dualisme qui est maintenu, et qui donne congé au mental, sous prétexte que tout passe par le physique. Mais donc du coup, ça repose sur une sorte de dualisme étrange. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'elle est jugée assez faible. Mais le problème, c'est que c'est ça en fait qui, dans notre perspective à nous, qui est celle de critiquer Sartre, c'est ça qui est intéressant parce que Sartre, lui, il reste dualisme et que son concept de la liberté et qui fait reposer son concept de la liberté sur la structure même qu'il propose de notre vie mentale. C'est pour ça en fait que ça s'applique très bien. Donc peu importe que la théorie soit décriée ou qu'elle fonctionne pas trop, ce qui compte en fait c'est que elle est pertinente dans notre perspective à nous, qui est de critiquer Sartre. Bon, je vais m'arrêter là, sinon je vais vraiment m'égarer. Mais voilà, objection possible, c'est épiphénoménalisme. Donc voilà pour les différentes directions. J'avoue que je les ai pas trop développées parce que et donc le dernier point que je voulais faire, c'est à nouveau, si on repart sur la théorie du sujet de Sartre, de critiquer cette sorte de philosophie révolutionnaire qui conserve quelque chose de traditionnel, à savoir un principe de l'unité du sujet. Parce que Sartre, quand il dit la conscience est un vecteur, si il désessentialise par là l'être humain, conserve l'idée qu'un être humain est délimité, tout seul, et qu'au moment où il agit, au moment où il vit, etc., il est seul dans lui-même. Ça, c'est limite une tarte à la crème, quoi. Pour la critique, c'est absolument génial. Et pourquoi est-ce que je dis que c'est très traditionnel ? C'est parce qu'il reste sur un schème de être humain égale 1. Et c'est pour ça que je dis que Sartre, en définitive, reste assez traditionnel. C'est parce qu'il reste sur ce schème de être humain égale 1. Alors qu'on pourrait tout à fait penser un être humain comme une sorte de tissu, de réseau d'influences différentes et
etc. Et dont l'unité, par exemple, serait constituée de je ne sais quelle façon, par la mémoire ou par l'illusion de la continuité ou par une continuité réelle. Enfin, après, c'est vraiment une affaire de construction en fait. C'est-à-dire que pour ne pas dire que la philosophie est un travail d'architecte, on pourrait malgré tout au moins dire que la philosophie est un travail de bâtisseur. Donc c'est là-dedans que ce qu'il faut savoir. Enfin, la seule chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que on crée, on fabrique, on construit quelque chose, et qu'à partir de là, on peut construire ce qu'on veut. Et ça c'est génial, mais à partir de là, on peut construire ce qu'on veut. On peut essayer de construire quelque chose, on va dire, qui va refuser l'incohérence, ou au contraire quelque chose qui va vivre et être constamment dans une sorte d'équilibre dynamique de ces incohérences, etc. Et Sartre, d'un certain point de vue, construit un système totalement cohérent dans lequel l'être humain est un. Donc en fait, la différence radicale, elle est dans le rapport de l'être humain à l'essence. Mais dans l'approche même de la subjectivité, on a une théorie du sujet comme un qui est très traditionnelle. Et on a une théorie de la dichotomie sujet-objet qui elle-même aussi est extrêmement traditionnelle. Sujet-objet, et cette sujet-objet reprend en gros la distinction matérielle-spirituelle. Et où même le sujet autre devient notamment un objet parce que je n'ai accès qu'à sa dimension matérielle. Donc on continue en fait sur un dualisme qui est tout à fait contestable et qui aurait pu être contesté. Donc voilà pour ce point-là. Donc voilà, et bien sur ce, je vais vous dire à bientôt. Enfin bientôt. Bon, je sais comment je suis, hein. Mais à bientôt pour le prochain épisode de Philosophe. Il va falloir que je trouve le sujet, que j'écrive et tout ça. Donc, je me réserve des créneaux, hein, dans mon emploi du temps, j'ai des créneaux pour ça. On va essayer de mettre ça en place tranquillement. Et puis en attendant, eh bien, j'espère que vous allez très très bien, que votre vie se passe bien, que la philosophie, vous trouvez ça cool, parce que moi je trouve ça cool. Et voilà, parce que là je bafouille et je balbutie, donc ça sert à rien de s'étendre, on va faire clair et concis. A très bientôt pour le prochain épisode de Philosophe. Bonne vie, et puis salut! Call of the siren with that look in her eyes. Bouquet of diamonds in the midnight sky. Calling you closer, caught under a spell. Take you to heaven, then she'll take you to hell. Bad intentions, a wicked streak. A deadly poison, knock you off your feet. Is she the devil in an angel disguise? Tell no truth and you can tell no lies.